Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique. Introduction. Parmi les objets nouveaux qui, pendant mon séjour aux États-Unis, ont attiré mon attention, aucun n'a plus vivement frappé mes regards que l'égalité des conditions. Je découvris sans peine l'influence prodigieuse qu'exerce ce premier fait sur la marche de la société. Il donne à l'esprit public une certaine direction, un certain tour aux lois, aux gouvernants des maximes nouvelles et des habitudes particulières aux gouvernés. Bientôt je reconnus que ce même fait éteint son influence fort au-delà des mœurs politiques et des lois et qu'il n'obtient pas moins d'empire sur la société civile que sur le gouvernement. Il crée des opinions, fait naître des sentiments, suggère des usages et modifie tout ce qu'il ne produit pas. Ainsi donc, à mesure que j'étudiais la société américaine, je voyais de plus en plus, dans l'égalité des conditions, le fait générateur dont chaque fait particulier semblait descendre et je le retrouvais sans cesse devant moi comme un point central où toutes mes observations venaient aboutir. Alors je reportai ma pensée vers notre hémisphère et il me sembla que j'y distinguais quelque chose d'analogue au spectacle que m'offrait le Nouveau Monde. Je vis l'égalité des conditions qui, sans y avoir atteint comme aux États-Unis ses limites extrêmes, s'en rapprochait chaque jour davantage. Et cette même démocratie qui régnait sur les sociétés américaines me parut en Europe s'avancer rapidement vers le pouvoir. De ce moment, j'ai conçu l'idée du livre qu'on va lire. Une grande révolution démocratique s'opère parmi nous, tous la voient, mais tous ne la jugent point de la même manière. Les uns la considèrent comme une chose nouvelle et la prenant pour un accident, ils espèrent pouvoir encore l'arrêter. Tandis que d'autres la jugent irrésistible parce qu'elle leur semble le fait le plus continu, le plus ancien et le plus permanent que l'on connaisse dans l'histoire. Je me reporte pour un moment à ce qu'était la France il y a 700 ans. Je la trouve partagée entre un petit nombre de familles qui possèdent la terre et gouvernent les habitants. Le droit de commander descend alors de génération en génération avec les héritages. Les hommes n'ont qu'un seul moyen d'agir les uns sur les autres, la force. On ne découvre qu'une seule origine de la puissance, la propriété foncière. Mais voici le pouvoir politique du clergé qui vient à se fonder et bientôt à s'étendre. Le clergé ouvre ses rangs à tous, aux pauvres et aux riches, aux roturiers et aux seigneurs. L'égalité commence à pénétrer par l'Église au sein du gouvernement, et celui qui eût végété comme serf dans un éternel esclavage se place comme prêtre au-dessus des nobles et va souvent s'asseoir au-dessus des rois. La société devenant avec le temps plus civilisée et plus stable, les différents rapports entre les hommes deviennent plus compliqués et plus nombreux. Le besoin des lois civiles se fait vivement sentir. Alors naissent les légistes. Ils sortent de l'enceinte obscure des tribunaux et du réduit poudre des greffes, et ils vont siéger dans la cour du prince, à côté des barons féodaux couverts d'hermine et de fer. Les rois se ruinent dans les grandes entreprises. Les nobles s'épuisent dans les guerres privées. Les roturiers s'enrichissent dans le commerce. L'influence de l'argent commence à se faire sentir sur les affaires de l'État. Le négoce est une source nouvelle qui s'ouvre à la puissance et les financiers deviennent un pouvoir politique qu'on méprise et qu'on flatte. Peu à peu, les lumières se répandent. On voit se réveiller le goût de la littérature et des arts. L'esprit devient alors un élément de succès. La science est un moyen de gouvernement, l'intelligence une force sociale, les lettrés arrivent aux affaires. À mesure cependant qu'ils se découvrent des routes nouvelles pour parvenir au pouvoir, on voit baisser la valeur de la naissance. Au XIe siècle, la noblesse était d'un prix inestimable. On l'achète au XIIIe. Le premier anoblissement a lieu en 1270 et l'égalité s'introduit enfin dans le gouvernement par l'aristocratie elle-même. Durant les 700 ans qui viennent de s'écouler, il est arrivé quelquefois que, pour lutter contre l'autorité royale ou pour enlever le pouvoir à leurs rivaux, les nobles ont donné une puissance politique au peuple. Plus souvent encore, on a vu les rois faire participer au gouvernement les classes inférieures de l'État afin d'abaisser l'aristocratie.
En France, les rois se sont montrés les plus actifs et les plus constants des niveleurs. Quand ils ont été ambitieux et forts, ils ont travaillé à élever le peuple au niveau des nobles. Et quand ils ont été modérés et faibles, ils ont permis que le peuple se plaçât au-dessus d'eux-mêmes. Les uns ont aidé la démocratie par leur talent, les autres par leurs vices. Louis XI et Louis XIV ont pris soin de tout égaliser au-dessous du trône et Louis XV est enfin descendu lui-même avec sa cour dans la poussière. Dès que les citoyens commencèrent à posséder la terre autrement que suivant la tenure féodale et que la richesse mobilière étant connue put à son tour créer l'influence et donner le pouvoir, on ne fit point de découvertes dans les arts, on n'introduisit plus de perfectionnement dans le commerce et l'industrie sans créer comme autant de nouveaux éléments d'égalité parmi les hommes. À partir de ce moment, tous les procédés qui se découvrent, tous les besoins qui viennent à naître, tous les désirs qui demandent à se satisfaire sont des progrès vers le nivellement universel. Le goût du luxe, l'amour de la guerre, l'empire de la mode, les passions les plus superficielles du cœur humain comme les plus profondes semblent travailler de concert à appauvrir les riches et à enrichir les pauvres. Depuis que les travaux de l'intelligence furent devenus des sources de force et de richesse, on put considérer chaque développement de la science, chaque connaissance nouvelle, chaque idée neuve comme un germe de puissance mis à la portée du peuple. La poésie, l'éloquence, la mémoire, les grâces de l'esprit, les feux de l'imagination, la profondeur de la pensée, tous ces dons que le ciel répartit au hasard, profitèrent à la démocratie et, lors même qu'ils se trouvèrent dans la possession de ses adversaires, ils servirent encore sa cause en mettant en relief la grandeur naturelle de l'homme. Ces conquêtes s'étendirent donc avec celles de la civilisation et des Lumières, et la littérature fut un arsenal ouvert à tous où les faibles et les pauvres vinrent chaque jour chercher des armes. Lorsqu'on parcourt les pages de notre histoire, on ne rencontre pour ainsi dire pas de grands événements qui depuis 700 ans n'aient tourné au profit de l'égalité.